Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau M. Ousmane Sonko. Il est le président du parti PASTEF Les Patriotes. Bienvenue à vous, M. Sonko. Merci d'être à toi. En bref, Ousmane Sonko, vous êtes inspecteur des impôts et domaines de formation breveté de l'École nationale d'administration en 2001. En 15 ans de service, vous avez été le fondateur du premier syndicat des impôts et domaines dont vous étiez le secrétaire général pendant 8 ans. En 2014, Ousmane Sonko est porté à la tête du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Et depuis, vous êtes radié, depuis 2016, vous êtes radié de la fonction publique, ce qui vous confère le statut d'expert consultant présentement. A-t-on dit l'essentiel sur vous? Oui, tout. Un brûlot dans les rayons des librairies, pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Est-il disponible au Sénégal, tout d'abord? Il n'est pas encore tout à fait disponible au Sénégal. Bon, vous me permettrez d'abord de saluer vos téléspectateurs et de vous remercier pour cette invitation, qui est toujours un plaisir parce que ça nous permet au moins de nous adresser à nos compatriotes. Évidemment, nous avons fait ce travail de production et de publication d'un livre, mais qui n'est pas encore disponible au niveau des rayons ici au Sénégal. Évidemment, il y a beaucoup de Sénégalais qui Qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est que le livre a été édité hors du Sénégal, comme vous le savez, et il semblerait qu'il y ait une législation qui impose dans ces genres de situations que le livre fasse l'objet d'une autorisation de publication de la part de la direction de la surveillance du territoire, qui est une division de la police nationale. Et nous avons évidemment fait cette formalité-là depuis le jeudi passé. On nous avait donné rendez-vous pour le lundi, ce lundi écoulé. Et je me suis rendu le lundi dans les locaux de la DST. Et le commissaire m'a dit de lui donner encore 48 heures parce qu'il était en train de lire l'ouvrage. Pour voir éventuellement si il n'y avait pas des éléments subversifs capables de troubler l'ordre public. C'est comme ça qu'on nous l'a dit. Oui. Évidemment, nous ne sommes pas informés nous n'avons pas pu voir la législation en tant que telle. Nous avons contacté quelques éditeurs pour savoir, au moins avoir les références de la loi. Aucun d'entre eux n'en disposait apparemment. Et nous avons également dans la lettre que nous avons déposée au niveau de la DSC, nous avons en même temps demandé à la DSC si elle voulait bien nous faire mention des références. Au moins, nous pourrons faire nos recherches pour voir la loi. Est-ce que c'est une loi qui impose qu'on demande une autorisation ou bien est-ce que c'est une formalité simplement déclarative? Dans les deux cas, est-ce que c'est enfermé dans des délais? Oui. Ainsi de suite. Nous n'avons pas aujourd'hui cette loi. Et pourquoi on parlait d'une interdiction dans le territoire? Ben ça, je crois qu'il faudrait peut-être poser la question à ceux qui en ont parlé, parce que nous n'avons jamais, j'insiste, jamais parlé d'interdiction de l'ouvrage. D'ailleurs, c'est lorsque je suis allé à Paris pour la sortie officielle du livre et son lancement, que j'ai vu à travers les médias qu'on a parlé d'interdiction. Que certains médias sont allés jusqu'à faire même des reportages sur la question, interrogeant des éditeurs, des ministres, etc. Alors que nous qui sommes les principaux concernés, moi-même qui ai écrit le livre, ou alors mes collaborateurs qui étaient là, et la DST, qui est compétente pour ce genre de questions-là, aucun des deux n'a été officiellement saisi par les médias qui en ont parlé. Et c'est pourquoi je crois la DSC, la direction des relations publiques de la police nationale, le lendemain a fait un démenti et a insisté pour dire qu'à l'avenir, il serait bon que les journalistes vérifient ces informations avant de les porter à l'attention du public. Je crois qu'il y a un organe qui a même appelé un de mes collaborateurs, qui lui a formellement dit qu'on n'en est pas encore là, parce que nous devons faire la formalité de dépôt. Et malgré tout, ils ont sorti cette information-là, comme quoi le livre serait interdit de publication au Sénégal. Il vous a fallu combien de temps pour écrire ce livre? Vous savez, ce livre, nous, c'était un défi pour nous. Nous avions un double défi, devenu d'ailleurs un triple maintenant. Le premier défi, c'était d'écrire ce livre et de l'écrire en des temps très courts. Parce que
le débat s'est posé malheureusement sous forme polémique, sous forme d'une polémique. Et dans ce genre de situation-là, chacune des parties donne des versions que l'autre essaie de démentir le lendemain. Et ça crée une cacophonie. Et évidemment, la parole étant très volatile, ce que vous déclarez aujourd'hui dans une conférence de presse ou dans une émission est battu en brèche le lendemain par l'autre camp. Nous avions d'abord demandé à ce qu'on organise un débat, une confrontation entre nous qui considérions que le pétrole a été géré de manière scandaleuse et ceux qui défendaient le contraire, notamment le gouvernement. Ce que l'autre camp n'a jamais accepté parce qu'il n'accepte même plus de faire des conférences de presse à poursuivre des débats. Il se limite à faire des déclarations de presse où on réunit des journalistes dans une salle, le Premier ministre vient lire un texte qu'on remet aux journalistes, il n'y a pas de questions, chacun s'en va. Alors, nous avions considéré que dans ces conditions... qu'une séance. Oui, et nous avons considéré que dans ces conditions-là, il était très difficile pour le public, pour les concitoyens, de se faire une opinion réelle. Et nous avions dit, puisque la parole est volatile, mais l'écrit demeure, il était bon que nous nous concentrions avec tous les éléments que nous avions collectés autour de cette affaire-là pour écrire un livre qui, lui, va demeurer ad vitam aeternam et imposer un débat maintenant, parce qu'à partir du moment où on l'a fait, celui qui veut nous démentir, il va falloir qu'il utilise le même procédé ou qu'il accepte de venir débattre avec nous publiquement et le peuple se fera une opinion. Donc, puisque c'était un défi, on s'est enfermé pour écrire le livre en à peine un mois. Oui. Donc, l'écriture est allée très vite. Évidemment, après, le second défi allait intervenir, c'est publier le livre. Parce qu'on ne l'a pas écrit pour qu'il dorme dans les tiroirs. Là, on s'est... C'est en un mois que vous avez écrit ce livre? Oui, en un mois. Et en collaborant aussi avec des proches qui relisaient progressivement. Et quand on a terminé, nous nous sommes approchés de quelques éditeurs. Je pèse bien mes mots parce que là aussi ça a été une information donnée que Sonko aurait dit qu'il a fait le tour des éditeurs. Je ne connais même pas le nombre d'éditeurs qu'il y a au Sénégal. Je crois qu'il y en a une cinquantaine d'après ce qu'on me dit. J'ai pu en contacter quelques-uns avec qui j'ai peut-être des relations, 3 ou 4. Et certains, après avoir lu le manuscrit, ont considéré que ce genre de manuscrit posait un peu de problème à être publié au Sénégal par un éditeur sénégalais, puisqu'il pouvait après subir les foudres de l'État. Et c'est certains même qui nous ont recommandé à un éditeur qui est hors du pays. Donc le second défi, c'était que le livre soit publié. Et le débat qu'on a voulu entretenir sur pourquoi le Sénégal, pourquoi la France, c'est pas ça l'important, parce que j'ai dit, même s'il fallait aller en Chine pour le publier, nous irions en Chine, parce que nous ne l'avions pas écrit pour le garder dans le tiroir. Oui. Maintenant, aujourd'hui, le livre a été écrit, il a été publié, mais puisqu'il est publié hors du Sénégal, ça induit un troisième défi. Et ce défi-là, c'est, puisque aujourd'hui, au niveau de la diaspora de l'Europe, le livre est acheté par beaucoup de concitoyens. Rien que le jour de la cérémonie de lancement, l'éditeur en avait imprimé 265 qui ont été tous achetés et il y a une longue liste de commandes. Oui. Nous considérons que les concitoyens qui vivent ici au Sénégal, qui sont beaucoup plus nombreux, ont droit à pouvoir accéder à cet ouvrage pour se faire une opinion. Certains confrères vous accusent de vouloir créer le buzz autour de la sortie du livre. Non, moi je pense que ces termes de buzz ou de je ne sais quoi, ça... c'est un peu... Avec ces rumeurs véhiculées par rapport à l'interdiction du livre. Oui, mais je vous dis que moi je n'ai jamais... Est-ce que quelqu'un peut sortir un seul élément où Ousmane Sonko a parlé d'interdiction du livre? Je crois que je viens de donner des explications. C'est peut-être certains de vos confrères qui sont allés plus vite que la musique pour dire que le livre serait interdit. Je n'en ai jamais parlé et depuis Paris d'ailleurs, j'ai démenti parce que je crois que c'est la radio RFM qui m'a joint la nuit même et j'ai expliqué que nous n'en étions pas là. Donc s'il y a des gens qui ont créé des rumeurs, ce n'est pas nous. Je n'essaie pas d'être dans des formules de buzz ou je ne sais quoi. Nous essayons de nous inscrire dans une action sérieuse, pérenne, constante, étalée dans le temps. Et donc c'est tout le contraire de, je ne sais pas, buzz ou quelque chose comme ça. Avec qui voulez-vous avoir un débat public? Avec ceux qui ont été au cœur de cette affaire-là. Qui, par exemple? D'abord, les responsables que nous avons cités dans cet ouvrage-là. Le Premier ministre d'abord,
qui s'est livré à un exercice de zèle pour donner des informations totalement erronées sur ce qui s'est passé dans le pétrole. C'est pourquoi je dis qu'il a gravement fauté, non pas administrativement, puisque le débat qu'il y a eu sur le contre-saint est un faux débat, et je l'ai démontré, mais politiquement il a fauté parce qu'un Premier ministre qui vient se mettre devant son peuple pour donner des informations erronées et de surcroît menacer tous ceux qui auront le courage de parler désormais. Nous ne faisons plus que parler, nous écrivons et nous attendons toujours. Je crois que ça, c'est une faute politique grave. Et dans certains pays, il n'aurait pas fait 24 heures de plus à la primature. Ensuite, il y a le ministre... Mais il a eu l'aval de son chef, le président de la République. C'est pas ça le problème. Il s'est mis devant son peuple. Il a donné des informations qui ne sont pas conformes. C'est une faute politique. S'il a voulu jouer au fusible, puisque on conçoit le Premier ministre comme celui qui doit prendre les coups à la place à partir de ce moment, il devait en tirer toutes les conséquences. Ensuite, il y a le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui quand même a fait des choses particulièrement graves sur le pétrole sénégalais. Particulièrement graves, et je l'ai démontré d'ailleurs, en inscrivant des informations tout à fait infondées dans les rapports de présentation des décrets. On va en parler, oui. En favorisant la signature d'un décret, nonobstant toutes les irrégularités qu'il y avait dans la procédure d'attribution à Petrotim. Beaucoup d'autres choses. Mais qui a le plus fauté entre le régime du président Macky Sall et celui du président Abdoulaye Wade, avec comme ministre de l'énergie Karim Wade? La faute est partagée, mais elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus grave pour le régime du président Macky Sall que pour le régime du président Abdoulaye Wade. En quoi? Parce que la faute qu'on peut imputer au régime du président Abdoulaye Wade, c'est d'avoir fait venir Petrotim dans les conditions que nous connaissons, de lui avoir signé un contrat alors qu'il ne remplissait pas les conditions. En une semaine. Même si c'était en un mois, mais le seul fait d'avoir fait ça, c'est une faute. Parce que le code pétrolier est très clair et a défini les critères que doit remplir un prétendant pour être titulaire de contrat pétrolier, notamment l'article 8. Petrotim ne remplissant pas ces conditions-là, il ne méritait pas qu'on lui signe un contrat. Mais c'était une forfaiture qu'ils n'ont pas pu parfaire, parachever. Parce que la législation en matière pétrolière dit que ce n'est pas le contrat qui confère des droits, c'est le décret d'approbation. Donc, Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade et son régime ont pu signer un contrat avec Petrotim, n'ont pas eu le temps de parfaire ce contrat-là par la signature d'un décret. Il se dirait que le décret avait été signé. Mais c'est là où se situe le péché originel. Oui, d'accord, je viens. Je dis que c'est pourquoi j'ai dit responsabilité partagée. Je dis, c'est là où ils ont fauté. Ils n'ont pas eu le temps de parfaire le décret d'approbation et l'alternance est intervenue. Et le président Macky Sall, qui était arrivé avec tous ces slogans-là qu'on a vendus aux Sénégalais, gestion sobre et vertueuse, patrie avant parti, etc., qui avait même promis, s'il était élu, de revenir, de renégocier ou d'annuler tous les contrats miniers et pétroliers qui ne respectaient pas les normes. Et il était bien informé en tant qu'ingénieur géologue. Il est venu dans ces conditions-là. Il a trouvé un acte imparfait que lui seul pouvait parfaire pour conférer des droits définitifs. Et c'est pourquoi je dis que sa responsabilité est plus importante. Parce que s'il n'avait pas signé le décret, Petrotim n'aurait jamais eu des droits sur notre pétrole, encore moins pouvoir aller vendre ces droits-là à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, l'État, c'est la continuité. Oui, et facteur aggravant, il est arrivé, il a trouvé quelques mois plus tard sur sa table une plainte d'une entreprise qui s'appelle Tullow Oil, qui, elle, négociait avec Petrosen depuis 3 ans sur les mêmes blocs et qui s'est réveillé un beau matin, on lui dit qu'on a donné à Petrotim, qui a écrit pour se plaindre, laquelle plainte a été transmise à l'inspection générale d'État, qui a fait un rapport à l'attention du président et qui a dit au président, attention, Petrotim n'a pas droit à ces blocs pétroliers-là. Petrotim, le contrat a violé énormément de dispositions du code pétrolier. Donc, il n'a pas d'excuse. L'État, c'est la continuité dans la légalité. L'État ne peut pas être continu dans l'illégalité. Et pourquoi, malgré toutes ces inégalités qui jalonnaient un peu le processus
d'attribution des blocs à Petrotim, pourquoi le président Macky Sall, malgré tout, est allé signer les décrets? Alors, la bonne question, c'est toujours de se demander qu'est-ce qui est intervenu entre-temps pour que le président change d'avis. Et si vous regardez bien, vous verrez que entre-temps, il y a l'entrée en scène de Aliou Sall, qui a été dépoussiéré par Petrotim, nommé administrateur général, avec mandat de créer Petrotim Sénégal. Pour la forme, c'est un ouvrage de 250 pages et dans le fond, le titre, tout d'abord, Chronique d'une spoliation, nous intéresse. Pourquoi vous parlez d'une spoliation? Oui, d'abord, pourquoi chronique? J'ai voulu avoir une démarche chronologique qui commence par rétablir la vérité des faits sur l'histoire de la prospection pétrolière au Sénégal, parce que M. Abdallah Boun Dionne, qui est devenu un très grand expert pétrolier et qui dit que tous les autres ne doivent pas en parler d'ailleurs, dans sa déclaration de presse de l'année dernière... On a l'impression que vous lui en voulez. Absolument pas, absolument pas. Je suis même amusé quelquefois de voir tous ces efforts fournis pour justifier l'injustifiable. Vous voyez, c'est avec le sourire même que, alors que le thème est très sérieux, mais je suis quelquefois amusé de voir à quel point nos hommes politiques, quelquefois, peuvent aller loin pour justifier l'injustifiable. Mais je disais simplement que il a, lors de sa déclaration de presse de l'année dernière, je crois que c'est un nouveau jargon d'ailleurs dans la presse, la déclaration de presse, il a expliqué comme si le pétrole était arrivé au Sénégal avec Macky Sall. Il a même utilisé une formule Wolof. C'est seulement avec Macky Sall, les Wolof diraient tomber waral ay gaf. C'est dans sa déclaration qu'on a découvert. J'ai voulu quand même rappeler que depuis 1952, au Sénégal, il y a eu de la prospection pétrolière, avec des succès variables, puisque les premières découvertes... mais minimes par rapport à... Oui, j'y viens, je dis parce que c'est un processus. Vous savez, une fois qu'on commence à découvrir quelque part, c'est le même bassin, on sait qu'en principe, il y en a, et ça encourage les gens à continuer à chercher. Et nous savons que depuis les années 60, on a découvert du pétrole vers Casamance, dans le dôme flore de Casamance, en quantité, mais on avait considéré que l'exploitation ne serait pas rentable parce que la profondeur et la qualité du pétrole, les gens ont laissé tomber. Il y a eu d'autres petites découvertes, y compris jusqu'en 1998, le gaz qu'on a découvert à Gadiaga, qui est exploité depuis 2004 par la société américaine Forteza dans des conditions tout à fait, je le développe ici. Personne au Sénégal ne sait qu'est-ce que nous rapporte réellement ce gaz de Gadiaga. Donc, j'ai voulu simplement dire qu'il y a eu un processus, il y a eu des découvertes, même si c'est quelquefois de petites quantités, ainsi de suite, de pétrole et de gaz, qui ont progressivement amené les gens à penser qu'on pouvait faire quelque chose. On a trouvé du pétrole, on en trouvera peut-être encore plus, on a trouvé du gaz. Ça, c'était rétablir la vérité historique. Et j'ai terminé d'ailleurs par les rapports du service géologique américain, qui depuis des années en arrière, en collaboration quelquefois avec Petrosen, avait fait des projections pour donner même des quantités en termes de gaz et de pétrole au Sénégal. Et vous savez que ces services-là sont très sérieux. Et M. Macky Sall ne peut pas dire qu'il ne savait pas parce qu'il était cadre de Petrosen, directeur de la banque de données, jusqu'à DG de Petrosen, ministre des Mines et de l'Énergie. Il savait tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est plus grave encore parce qu'il ne peut pas plaider l'ignorance sur la question. Ensuite, j'ai voulu rétablir le cadre légal et réglementaire parce que le pétrole, c'est réglementé. Vous savez, quand j'entends le président Macky Sall et toute son équipe dire que ouais, le pétrole c'est quelque chose de technique, il ne faut pas en parler, ceux qui savent ne peuvent pas parler, j'ai dit attention, vous voyez. Récemment, il a dit que beaucoup d'hommes politiques en parlent, mais ils ne maîtrisent pas le dossier. Oui, mais vous savez, moi j'ai fait un livre de 250 pages. Et d'ailleurs, j'attends pour voir est-ce qu'ils vont l'autoriser ou l'interdire. Je crois que sur 250 pages, si on raconte des histoires, ça saute à l'œil et demain des gens vont écrire pour dire que tout ce que Sonko a raconté n'est pas vrai. Le pétrole, c'est plusieurs métiers. Il y a plus de 500 métiers qui tournent autour du pétrole. Et personne ne peut dire que je connais tous les métiers du pétrole. Moi, je ne suis pas un ingénieur géologue. Je ne sais pas de savoir quelle est la qualité du pétrole, quelle est la quantité, comment on a foré, où est-ce qu'on a fait les analyses. Ce n'est pas mon problème. Et pour en revenir à la spoliation, attendez, cette notion-là que vous j'y reviens, utilisez. mais attendez, je veux qu'on soit très clair sur une chose. Pour moi, le segment le plus important, c'est le cadre légal et institutionnel. Découvrir du pétrole, ça ne veut rien dire
si on n'a pas un bon cadre légal et institutionnel pour le gérer de manière optimum pour que ça profite au peuple sénégalais. Et ce cadre légal, réglementaire, institutionnel, c'est régi par le code pétrolier. Le code pétrolier, c'est du droit. C'est avec des dispositions fiscales, même si on les a retirées maintenant pour créer le droit commun incitatif, des dispositions juridiques, des prévisions financières, techniques, etc. Tout. Ça, c'est sur ce tronçon-là. Il y a d'autres métiers du pétrole, les traders pour voir comment on commercialise. Moi, je ne suis pas trader, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au métier de pompiste, c'est un métier du pétrole. Mais le segment qui m'intéressait, c'est comment juridiquement on doit administrer le pétrole. Est-ce qu'on a respecté ce code ou est-ce qu'on ne l'a pas respecté? Et c'est pourquoi j'ai également rappelé cette législation-là, ce qu'elle permet, ce qu'elle interdit, en phase de recherche, en phase de prospection, en phase de développement, en phase de production. À partir de ce moment, il était facile de démontrer en quoi je considère qu'il y a eu spoliation, parce que le cadre, il est là, les actes qui ont été posés sont là. Et chaque acte que j'ai rappelé, tirant les sources des décrets d'approbation, des contrats et même des accords d'association, des documents tels que les réclamations de Tullow, etc., des informations importantes contenues par exemple dans les rapports de l'ITIE, chaque élément que j'ai pu sortir, je l'ai rattaché directement à la disposition légale qui doit l'encadrer, pour montrer en quoi, dans tel acte posé par le gouvernement du président Macky Sall, en quoi est-ce que cet acte-là a violé le code pétrolier et quelles sont les conséquences maintenant en termes de manquement, de manque à gagner et de perte en termes de recettes. Et c'est pourquoi j'ai dit il y a eu spoliation parce que rappelez-vous que le pétrole, le gaz, l'or, le phosphate, toutes les ressources naturelles, qu'est-ce que la Constitution dit? L'article 25.2 qu'on a voté récemment, que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Les ressources appartiennent au peuple, elles n'appartiennent ni au président Macky Sall, ni à son frère, ni à son premier ministre, ni personne. Elles appartiennent à 14 millions de Sénégalais qui ont tous les mêmes droits. Et le code minier, le code pétrolier revient pour dire l'État maintenant a un pouvoir d'administration. C'est souveraineté, c'est le peuple. Mais il ne dispose que de 10%. Oui, non, ça c'est une autre phase. Je pourrais développer après. Oui. Mais pour ne pas perdre le fil, je voulais simplement dire que à chaque fois qu'on pose des actes qui ont pu faire perdre à l'État sénégalais, donc au peuple sénégalais, soit en termes de fiscalité, soit en termes de droit sur les produits pétroliers, soit en termes de part de production, évidemment, c'est une spoliation contre le peuple sénégalais. Mais le chef de l'État nous dit que le Sénégal a perdu beaucoup d'argent dans ses transactions ou bien dans ses contrats donnés à des opérateurs ou bien multinationales. C'est manquer de respect même envers ou bien vis-à-vis des gens qui nous gouvernent. Donc je leur manque de respect parce que le Sénégal a beaucoup perdu. Le Sénégal a perdu parce que d'abord... À combien vous estimez cet argent? C'est difficile à estimer. Je donne un exemple très simple. Sur le plan fiscal, il y a le débat de fond et les conséquences après. Le débat de fond, c'est de dire, est-ce que lorsque nous donnons un titre minier, des droits miniers à une entreprise qui se retourne pour vendre ces droits-là, est-ce que cette opération de cession est fiscalisable ou pas? Et là, je vous mets au défi, puisque le gouvernement se cache derrière son petit doigt en invoquant l'article 48 du Code pétrolier qui ne dit absolument pas ça. Allez interroger n'importe quel spécialiste de la fiscalité. Ne prenez même pas Ousmane Sonko qui est un acteur politique. Les gens peuvent dire c'est partisan. Il y a des cabinets d'expertise fiscale en pagaille ici. Allez voir les cabinets d'experts fiscaux. Posez-leur la question. Est-ce que les transactions de titres sont imposables ou pas? Parce que l'article 48 a dit que les opérations pétrolières en phase d'exploration et de recherche sont exonérées. Mais déjà, au début du code, lorsqu'on fait les définitions, on a défini ce que c'est qu'une opération pétrolière. Les opérations de spéculation sur les titres ne sont pas des opérations pétrolières. Les opérations pétrolières, c'est tout ce qui concourt directement à la recherche, au forage, à l'exploitation, ainsi de suite. Le code dit que même le raffinage, ce n'est pas une opération pétrolière. Même l'opération de raffinage. A fortiori, la spéculation des titres fonciers sur des bourses
des marchés, etc. Le PM nous a informé que l'État n'a collecté aucun franc dans ces transactions entre Petrotim et Cosmos. Mais c'est là la faute grave d'ailleurs, parce que une fois qu'on pose le débat de fond, c'est fiscalisable. Pourquoi on ne l'a pas fiscalisé? Maintenant, c'est fiscalisable, il faut que la transaction soit connue, ce qui est le cas, que les actes qui portent la transaction, l'acte de cession, soient déclarés au niveau de l'administration fiscale, ou alors que l'administration fiscale réclame ça, puisque la transaction est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'Énergie. Si vous voulez vendre des titres miniers, vos droits sur des titres miniers, vous êtes obligé d'aller voir le ministre de l'Énergie, qui doit vérifier, avant d'accorder, qui doit vérifier est-ce que vous avez rempli toutes les conditions. Est-ce que les engagements que vous aviez pris en amont, c'est-à-dire de dire je vais investir tant, si c'est dans le cadre de Petrotim, c'était 96 millions de dollars, à raison de 48 millions de dollars par bloc. Les engagements que vous avez pris pour dire mes références techniques, c'est ceci, je peux faire 2 forages ou 3 forages, je peux faire tant de millions de sismiques, ainsi de suite. Est-ce que vous les avez respectés? Si vous ne l'avez pas respecté, on ne doit pas vous signer un arrêté pour vous autoriser à vendre. On doit même annuler le contrat et récupérer les blocs pétroliers pour le peuple sénégalais. Dans le cas de Petrotim, ça n'a pas été fait. Pourtant, Petrotim n'a pas respecté ses engagements. Oui. Mais rien que ça, s'ils avaient saisi officiellement le ministère, puisqu'on est dans un seul État, aurait pu transmettre les informations au ministère de l'Économie et des Finances et aux impôts et domaines. Et à partir de ce moment, ce qu'on va contrôler, puisque la transaction est fiscalisable, elle est assujettie à l'impôt, c'est de voir dans quel terme est-ce qu'on a fait la transaction. Ce n'est pas la thèse développée par le directeur général des impôts et domaines, M. Ba. Je ne l'ai même pas entendu développer de thèse. Il s'est prononcé. Mais il faut l'inviter, on va débattre sur la question. Et vous prenez aussi un expert neutre qui viendra être le troisième élément. On verra où se trouve la vérité. Parce que dans ce dossier-là, la difficulté, c'est qu'eux, ils fuient le débat. Chacun fait ses déclarations. Il y a même eu le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba, qui est venu à la rescousse. Oui, lui, je crois qu'il a dû oublier ses cours de fiscalité, ou bien il le fait sciemment pour justifier son poste. Mais vous savez, mon intime conviction, c'est que ce soit le DG des impôts, que ce soit Amadou Ba, ils savent très bien que cette opération est fiscalisable et qu'on a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts. Et d'ailleurs, ça se répercute. J'aurais même appris qu'il y a des projets de transaction sur lesquels la même administration a émis un avis en disant que ça doit être soumis à l'impôt. Mais dans ce dossier-là, vu un peu la teneur politique et la présence du prince dans le dossier, on continue à nous dire que ce n'est pas fiscalisable, ce n'est pas fiscalisable. Et moi, j'ai dit que c'est des fautes graves qui ont été commises et qu'on peut même... On va en parler. Dans l'avant-propos du livre, vous nous parlez de 2 catégories de Sénégalais, symboles du mal de notre gouvernance publique, à savoir l'écrasante majorité des hommes politiques et une partie de l'élite administrative. Le mal est-il si profond? Il est très profond, le mal. Vous savez, l'État, c'est 2. Il y a l'État politique et l'État administratif. L'État politique est celui qui est là en vertu d'un mandat et qui est décideur. L'État administratif, c'est celui qui est là en vertu d'un concours ou d'un recrutement, quelle que soit la forme, et qui est là pour faire carrière jusqu'à la retraite. C'est ces 2 aspects-là qui font tourner l'État. Et je considère même que quelquefois l'État administratif est plus important que l'État politique. Si on réussit à bâtir une administration républicaine, une administration qui a prêté serment de servir un peuple et non pas des hommes, et qui se met au-dessus des contingents, ce qui n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe par exemple à la DGID. Tous les directeurs, en tout cas la majorité des directeurs sont de la paire et organisent des meetings à coût de centaines de millions. Comment voulez-vous que dans la gestion de responsabilité, ils puissent être neutres ou alors être des républicains? Je ne le pense pas parce qu'ils sont déjà trop partisans. À mon avis, lorsqu'un haut fonctionnaire assume de faire de la politique, il doit abandonner un certain niveau de responsabilité administrative. C'est un choix à faire. Est-ce que c'était votre cas? Parce que vous étiez inspecteur de classe exceptionnelle. Je n'ai pas atteint classe exceptionnelle. Je suis inspecteur principal des impôts et des domaines. Merci. Il m'aurait fallu peut-être faire 25 ans pour être classe exceptionnelle, ce qu'on ne m'a pas laissé faire. Bon, mais de toute façon, nous, on a fait des choix. On les a assumés. Et tous ceux qui ont été assez proches de nous savent que nous avons toujours dit nous ne voulons pas de poste de directeur ou de directeur général ou de quoi que ce soit. Nous restons sur les postes techniques
parce que nous avons fait ce choix-là, d'abord en tant que syndicaliste et ensuite en tant qu'acteur politique. Mais je dis, cet État-là, l'État administratif, il est très malade. Il est complètement malade. Il est gangréné par le népotisme, par le clientélisme, par vraiment l'existence également de la corruption. Ce n'est pas tout le monde qui est corrompu. Je connais énormément de fonctionnaires d'une dignité extraordinaire, mais nous ne pouvons pas aussi ne pas souligner qu'il y a ces pratiques-là dans les administrations. Il est gangréné par la politisation. L'État politique, n'en parlons pas. Vous voyez le type d'acteurs politiques que nous avons, des gens qui ne conçoivent la politique comme un moyen de parvenir, de se rattraper là où ils ont peut-être socialement échoué, là où leur étude, ou leur travail, ou leur effort ne les amène pas. Et c'est pourquoi dès qu'ils sont là, ils profitent pour s'enrichir, au détriment maintenant du peuple, parce que c'est l'argent du peuple qu'ils prennent pour mener le train de vie que vous voyez souvent. Vous voyez des gens qui, avant-hier, n'avaient même pas de quoi se payer le car rapide. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, c'est des immeubles qui poussent un peu partout. Et c'est ça notre problème. Et c'est parce que nous n'avons pas réussi aujourd'hui, là où on devait réussir. Il y a un an, le président Macky Sall nous a vendu un référendum qui n'a fait aucune réforme consistante en termes de consolidation de nos institutions. Comment vous pouvez faire un référendum en disant que vous renforcez le pouvoir de la justice, en pensant que la justice, c'est faire passer les sages du Conseil constitutionnel de 5 à 7, ce qui est ridicule. Et aujourd'hui, nous voyons la situation de la justice où les magistrats eux-mêmes tapent sur la table pour dire indépendance de la justice. Et c'est ça notre problème. On a des politiciens qui ne réfléchissent que par rapport à la consolidation de leur pouvoir, par rapport à l'accaparement et l'exclusivité sur le pouvoir d'État, qu'on n'utilise même pas pour transformer qualitativement le sort des populations, mais qu'on utilise pour brimer des opposants, pour casser à gauche, à droite, pour radier, pour enfermer, pour limoger. Et c'est ça le drame de notre pays. Si on veut maintenant guérir de cette maladie-là, il va falloir que les populations s'assument en mettant un terme à un système politique qui a assez duré. Parlant des décrets approuvant les contrats de recherche, vous nous informez que Wade en a signé 5 en 12 ans, tandis que Macky 12 en 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement de Macky Sall a beaucoup signé en termes de décrets d'approbation. Nous ne savons pas pourquoi il y a toute cette précipitation-là. Nous pensons que, du moment où on a dit qu'on a découvert du pétrole, nous devions être beaucoup plus posés, beaucoup plus prudents. En profiter pour faire les réformes. D'abord, réformer le code pétrolier. Le code pétrolier, le premier, qui était simplement une ordonnance qui n'était pas encore codifiée, date de 1962, je crois, ce qui veut dire que le Sénégal, très tôt, a senti la nécessité de se doter d'une législation. Jusqu'à celui de 1998, qui a remplacé un autre code de 1986, tous ces codes-là ont été votés sous le sceau de l'incitation à l'investissement, sous le sceau de l'attractivité. Vous savez, quand vous voulez attirer des investisseurs, vous êtes obligé de créer un système incitatif en leur disant vous aurez des exonérations fiscales, vous aurez telle facilité administrative, vous aurez telle facilité d'implantation, l'accès aux fonciers, etc., etc. Mais à partir du moment où on a découvert du pétrole, un gouvernement responsable aurait dû dire je bloque les choses en attendant. Je réforme d'abord mon code pour que le code soit maintenant beaucoup plus favorable au Sénégal. Et dans les propositions que j'ai faites dans la troisième partie du livre, j'ai donné des pistes très concrètes que ce code, il doit être réformé, en profondeur d'ailleurs. Et ensuite, recommencer maintenant le processus d'attribution des permis, mais en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Et pourquoi pas dire, on ne va pas tout attribuer. Parce que si aujourd'hui on a attribué presque 16 ou 17 blocs sur les 20 qu'il y a au Sénégal. Mais c'est de dire, il y a les générations futures, il y a des trucs, il n'y a aucune raison pour aller dans la précipitation, d'autant que la conjoncture mondiale aujourd'hui est défavorable. Le prix du baril est complètement par terre parce que les États-Unis exploitent le gaz de schiste et le pétrole de schiste, ce qui en fait presque le premier producteur. Ils peuvent manipuler le dollar et à partir de ce moment casser le prix, ce qui fait que le Venezuela souffre, l'Arabie Saoudite a souffert, tout le monde souffre. A fortiori, le Sénégal qui vient d'entrer, qui veut entrer et qui va être confronté à ces difficultés-là, pourquoi s'empresser de signer à gauche, à droite des contrats avec un code qui ne nous est pas tout à fait favorable? C'était le moment de s'arrêter, de s'inspirer de l'exemple norvégien, de l'exemple ghanéen, de l'exemple péruvien et dire réformons d'abord notre code avant
de continuer l'exploitation par rapport à ces questions-là. Et pourquoi vous doutez des sociétés détentrices de permis? Ben, parce que c'est des sociétés qui ne sont pas crédibles pour la plupart. Je l'ai démontré ici. Je dis, si vous examinez le profil de ces sociétés-là, il y a 3 choses qui vont vous frapper. Premièrement, c'est toutes, en tout cas la majorité des sociétés qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais un paradis fiscal, c'est un espace géographique à fiscalité nulle ou très très faible. Et les gens se déplacent vers ces espaces-là pour pouvoir contourner les législations fiscales, y mettre la société mère, ensuite, après, par le biais des transferts indirects de bénéfices, ainsi de suite, ils vont contourner la législation locale sénégalaise pour ne pas payer correctement leur impôt. La deuxième chose, c'est que c'est des sociétés qui, la plupart du temps, ont été épinglées, ou ceux qui ont créé ces sociétés-là. Toute la presse a rapporté les péripéties de Franck Timis, qui a été épinglé un peu partout, qui est coutumier de ces faits-là, qu'il a fait avec le pétrole grec, où il a fait des manipulations, il s'est empressé de revendre et partir. Il y a des plaintes pour le poursuivre. Il a créé pas mal de sociétés qui ont été épinglées un peu partout. Et même pour que African Petroleum, qui est l'une de ces sociétés, soit cotée en bourse à Oslo, la bourse de Oslo a demandé à ce qu'on sorte Franck Timis de l'administration, sinon ils vont pas accepter ce qui a été fait. Vous prenez l'autre Ovidiu Tender, aujourd'hui il est condamné à 12 ans et 8 mois de prison, là où il habite en Roumanie, pour corruption. Et souvent on retrouve ce genre de profil-là, jusqu'à des cas de trafic de drogue si vous voulez, et c'est ces gens-là qu'on a amenés chez nous pour leur signer des contrats. Oui. Et le troisième élément, c'est que c'est des sociétés qui ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 8. C'est des sociétés qui n'avaient pas de référence technique. Petrotim n'existait même pas au moment où on lui donnait le pétrole sénégalais. C'est 2 jours plus tard, on lui signe aujourd'hui un contrat, 2 jours plus tard, il crée la société. Comment il a pu présenter des références solides pour dire « moi j'ai fait du forage dans tel pays, j'ai fait de l'exploration dans tel pays, ainsi de suite ». Et là, il n'avait pas également la capacité financière, c'était des véhicules, ce qu'on appelle des véhicules qui ont été créés pour la circonstance. Et la preuve, PetroAsia, qui est la société mère de Petrotim, a été dissoute en 2016 pour une société qu'on disait être une multinationale extrêmement puissante qui fait des activités un peu partout. Et c'est à ce genre de société-là qu'on a donné des droits pétroliers au Sénégal. En se basant sur l'article 679 du Code général des impôts, la fraude fiscale décelée dans l'affaire Petrotim est passible de poursuites judiciaires. Alors, est-ce à dire qu'Aliou Sall et compagnie peuvent être traduits devant la justice? Mais bien sûr. Vous savez, la fraude fiscale peut revêtir une dimension pénale. Lorsque la fraude est suffisamment caractérisée, lorsque il y a eu manifestation, il y a eu, comment dirais-je, volonté manifeste de contourner la loi et de frauder, la loi a prévu, les articles 119 et suivants, un certain nombre de dispositions pénales, complétées d'ailleurs par le code pénal que j'ai cité, pour dire que ce type d'infractions-là sont passibles de sanctions pénales. Maintenant, qui doit engager les poursuites pénales? C'est l'administration fiscale qui ne le fera pas pour les raisons que nous connaissons tous. Mais nous avons pensé, parce que cette même administration fiscale, si elle ne le fait pas, peut être poursuivie pour concussion. La concussion étant définie comme étant une attitude d'application ou de refus d'application de la loi de laquelle découle un avantage indu pour quelqu'un. C'est-à-dire aujourd'hui, les avantages induits pour Franck Timis, c'est le refus de l'administration de fiscaliser correctement ces opérations. Et toutes ces définitions-là, en droit interne, ont un prolongement en droit international. C'est pourquoi j'ai dit que si on ne peut pas avoir gain de cause aujourd'hui, parce qu'il n'est pas question de laisser passer sans réagir, on va se battre. On a mis en place un collectif qui s'appelle le collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers. Nous en faisons partie beaucoup d'autres, coordonnés par M. Alioune Gueye, qui est expert comptable aux États-Unis et qui fait partie des 11 personnes qui seraient, parce que jusqu'à présent on n'a reçu rien, qui seraient sous le coup d'une plainte de Franck Timis. Mais M. Alioune, on a fait un bon travail. Ce travail a consisté, puisque des plaintes ont été déposées ici au niveau de l'OFNAC, et dès que Nafi Ngom Keïta a commencé à traiter ces plaintes-là, on lui a coupé la tête. On dit que
si on ne peut pas avoir gain de cause ici, on a saisi le département de la justice américaine. Oui, dans cette lancée, que nouveau cette comparaison entre l'affaire Delma Rousseff et l'implication du président Macky Sall dans l'affaire Petro-Tim? Oui, je vais vous répondre, mais permettez-moi de dire simplement, parce que je veux que les Sénégalais comprennent que c'est un combat qu'il faut mener et gagner. Et qu'un groupe de Sénégalais a considéré que nous ne pouvions pas laisser passer que Franck Timis et son groupe se payent des milliards sur le dos du Sénégal, disparaissent avec nos droits pétroliers. C'est trop facile. Et des demandes d'ouverture d'enquête ont été déposées au niveau du département de la justice américaine, au niveau du secrétaire au commerce américain, au niveau de la SFO en Grande-Bretagne. Ces organisations ont accusé réception, ont demandé des compléments de documents qu'on leur a donnés. Moi-même, j'ai été reçu ici, à l'ambassade des États-Unis. Il y avait un procureur, il y avait un agent du FBI, il y avait l'attaché de politique. Et j'ai amené les documents que j'ai transmis parce que nous allons nous battre pour qu'on nous restitue. Si on ne peut pas l'avoir avec notre justice, avec nos corps dédiés à cela, nous irons jusqu'à la Lune s'il le faut, mais on n'a pas besoin d'aller à la planète Mars parce que le pétrole, ça se joue ici. Ça, c'est important qu'on le fasse comprendre aux Sénégalais. Il ne faut pas abdiquer et penser que c'est définitif parce que des procédures comme ça aboutissent le plus clair du temps. Chaque année, des condamnations assez lourdes sont prononcées contre des entreprises et contre des autorités. Le pétrole, les entreprises concernées, il y en a qui sont américaines. Et dans le cadre du FCPA américain, qui est très sévère contre les actes de corruption transfrontalière, il est prévu que la justice américaine soit compétente. Le Bribery Act en Grande-Bretagne également le prévoit. Nous avons considéré qu'il y a des entreprises britanniques, des entreprises américaines. C'est le pétrole sénégalais. Si on ne peut pas avoir ici ce qu'on veut, on va aller déposer des plaintes et on va suivre. Une pétition est lancée avec l'objectif d'avoir 1 million de signatures. En ligne actuellement, ça va très bien. On va commencer à faire circuler. Il est important. Et maintenant, il faut commencer à répondre à cette question que je viens de vous poser. Oui, je vais y répondre de toute façon. Par rapport à cette comparaison entre les affaires d'Elma Rousseff et le président Macky Sall, surtout par rapport à son implication dans l'affaire Petro-Tim. Oui, ce que j'ai voulu développer, parce que dans le livre, j'ai voulu montrer qu'il y a des implications administratives, institutionnelles, très profondes par rapport aux actes qui ont été posés. Les actes qui ont été posés par le président Macky Sall, c'est des fautes politiques. Dans un pays normal, dans un pays où la législation a véritablement évolué... Les fautes politiques sont sanctionnées par l'électorat. Non, les fautes politiques peuvent faire l'objet de procédures de destitution, d'abord, avant l'électorat. Notre constitution ne prévoit pas, parce qu'il y a deux types de fautes pour un acteur politique de ce niveau. Faute politique et faute pénale, si je peux l'appeler ici, judiciaire. Notre constitution prévoit la faute pénale du président de la République. Mais elle a tellement encadré qu'il est difficile de la mettre en branle. Il faut une haute cour de justice, il faut des maîtres de saisine, la composition, ainsi de suite. Mais à côté, il faut prévoir également la faute politique. La faute politique, ça veut dire que si un président de la République pose des actes graves, le peuple peut se lever, manifester et dire on n'est pas d'accord, et le Parlement va enclencher une procédure de destitution. C'est ce qui est arrivé au Brésil, c'est ce qui est arrivé en Corée du Sud récemment, pour permettre de destituer ce président-là. La France que nous copions, la France a réformé sa constitution, sa loi depuis 2007, pour introduire maintenant la faute politique. On peut enclencher une procédure de destitution contre le président de la République. Et c'est ce rapprochement que j'ai voulu faire en disant que nos présidents, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Après, on va dire immunité juridictionnelle. Celui qui termine son mandat, tu vas te coucher à Paris ou à... je crois que si c'est dans le cas du président de la République, puisqu'il a une maison aux États-Unis, il va se coucher là-bas. Et on recommence comme si de rien n'était. Il faut que nous arrivions à des situations où les acteurs politiques comprennent que la souveraineté appartient au peuple, qui la délègue. Ils ne sont que délégataires. Et que certains abus ne sont pas acceptables. Quand on arrivera à cela, vous verrez nos acteurs politiques marcher droit dans le dos. D'après la Constitution, le chef de l'État n'est poursuivi qu'à travers une haute trahison. C'est pourquoi je dis qu'il faut réformer. Vous savez, c'est quand on instaure des institutions fortes qu'on bâtit un pays. Vous allez aux États-Unis, ils peuvent avoir un président médiocre. Mais l'impact n'est pas important parce que les pouvoirs du président sont clairs, les pouvoirs de la justice sont clairs, les pouvoirs du Parlement sont clairs. Et Donald Trump qui signe ces décrets. Et c'est un petit juge de Hawaï qui dit le décret est non conforme à la Constitution, je bloque. Et quel est le juge qui le fera ici au Sénégal? Il faut qu'on bâtisse
des institutions fortes, mais tant qu'on aura tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'un homme qui pense avoir un pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, surtout de vie et de mort professionnelle, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est pourquoi nous nous avons dit, ce dossier-là est révélateur. Parce que si on avait inscrit dans notre constitution des procédures de destitution du président de la République en cas de faute lourde, et que le peuple soit bien formé et informé sur ces enjeux, et qu'on se rende compte que sur des enjeux aussi importants que le pétrole, les actes qui ont été posés sont des actes contre le peuple sénégalais, le peuple allait sortir pour réclamer des mesures qui peuvent aller de sanctions administratives ou politiques contre les ministres concernés jusqu'à une mesure de destitution du président de la République. Venons-en aux responsabilités des premiers ministres Abdoul Mbaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne, mais aussi des ministres comme Ali Ngouille Ndiaye et Amadou Ba. À quelle échelle vous mesuriez leur faute? J'ai dit tantôt que la faute des premiers ministres, oui. Vous savez, ce qui est cocasse dans ce débat, c'est que nos amis du pouvoir, à un moment donné, n'ont eu d'argument que de dire que voilà, c'est Abdoul Mbaye qui a signé le décret. Ça c'est inquiétant. C'est comme s'il nous disait, oui, oui, mais attendez, je vais venir dans le fond. Parlons d'abord de la forme. C'est un aveu. C'est de dire que oui, même si on a fauté, on n'a pas fauté seul. C'est l'autre qui a signé. C'est un aveu. Et c'est grave pour des gouvernants de se focaliser sur ça, sur le partage d'une responsabilité dans la commission d'une faute. Deuxièmement, la faute du Premier ministre. Je l'ai développé. Vous savez, le contre-saint ne crée pas de co-responsabilité dans un acte. Ça, tous les juristes publicistes sont d'accord. Le contre-saint est un acte, est une signature qu'on appose pour authentifier la signature du titulaire et qui engage une responsabilité de celui qui a contresigné quant à l'application de l'acte, l'exécution de l'acte. Par contre, un acte, un décret, les responsables, c'est le président de la République qui a signé, qui a le pouvoir de signature, et le ministre qui a fait le rapport de présentation. Parce que le rapport de présentation est extrêmement important dans un décret. C'est lui qui dit au président pourquoi tu dois signer. Pourquoi, quelles sont les conditions qui ont été remplies, etc., pour que vous deviez signer. Et à partir de ce moment, si on doit l'apprécier concrètement par rapport à cette situation, Ali Ngouille Ndiaye, qui a fait les rapports de présentation, en y inscrivant des informations particulièrement fausses, a la plus grande responsabilité par rapport au décret, en plus du président Macky Sall qui l'a signé. Il est dans la même situation que l'ancien DG de Petrosen qui avait suivi les instructions du ministre Karim Wade. Vous savez, quand vous regardez d'ailleurs, le Sénégal est un pays particulier. L'ancien DG du Petrosen, si vous regardez le rapport de l'IGE, parce que nous en avons des extraits assez importants d'ailleurs, si vous voyez les positions que beaucoup d'autorités techniques de Petrosen avaient développées en disant qu'on n'aurait pas dû donner à Petrotim. Et ces mêmes personnes, les déclarations qu'ils font aujourd'hui, vous dites on est dans quel pays? Et c'est ça, malheureusement, le Sénégal. Maintenant, après, la responsabilité, évidemment, du Premier ministre, je dis, surtout Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est moins d'avoir contresigné, et c'est valable jusqu'à présent s'il continue à contresigner, mais c'est le fait d'aller devant le public, en conférence de presse, et dire des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, et qui ont été même démenties 2 jours plus tard par la déclaration de Franck Timis. Par exemple, il a dit qu'il n'y a jamais eu d'échange d'argent dans les transactions. Or, Franck Timis, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai j'ai versé 10 millions d'euros à Petrotim, dont 8% en actions et le reste en argent. Qui est-ce qu'il faut croire entre celui qui a acheté et le Premier ministre qui nous fait ces déclarations? Oui, mais rapidement, dans la 3e partie du livre, avec les recommandations, vous avez diagnostiqué quelques mots qui gangrènent notre société et vous citez que nos gouvernants ont comme alliés l'extrême léthargie et l'apathie du peuple sénégalais. C'est sévère comme réquisitoire, non? Ça dépend de celui qui apprécie. J'ai voulu simplement appeler nos concitoyens à comprendre que la souveraineté est entre leurs mains. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle citoyen permanent, constant sur l'action des gouvernants, les gouvernants feront ce qu'ils veulent. Ils s'enrichiront
ils feront leur deal avec des aventuriers et on sera là pour constater pendant que le peuple souffre, pendant qu'on n'a plus d'éducation publique dans ce pays, on n'a plus de santé publique, on est à un taux de chômage grave et nos jeunes continuent à prendre les pirogues ou à traverser le Sahara. Il faut que le peuple comprenne que le Sénégal est un pays extrêmement riche et paradoxalement classé parmi les 25 les plus pauvres. Mais tant qu'on aura des autorités politiques qui préfèrent privilégier les intérêts étrangers sur les intérêts nationaux et qui, lorsqu'ils signent, violent flagramment la loi qu'ils se sont jurés d'appliquer, et c'est pourquoi j'ai dit, là où j'ai parlé du président Macky Sall, j'ai rappelé qu'il a prêté serment en rappelant la formule. Oui. Il a juré de servir, de respecter et de faire respecter la loi et la Constitution. Et dans l'affaire Petro-Tim, il n'a pas respecté la loi. Il ne l'a pas fait respecter. Dans un pays normal, on aurait dû lui demander des comptes. Mais il faut qu'il y ait un peuple, des citoyens qui surveillent l'action gouvernementale. On ne doit plus donner à quelqu'un un mandat, aller s'asseoir en disant « Sur une carte l'ignore, on attend la prochaine élection ». On doit suivre les actes qu'il pose. Et quand il y a des dérives graves, le peuple doit sortir et dire « on ne l'acceptera pas oui. ». Parce que ça impacte négativement sur son vécu. Et c'est ce qu'on a voulu dire en disant nous sommes aussi dans un pays assez particulier, assez bizarre, où la France, elle est ce qu'elle est. Elle a fait sa révolution. Les États-Unis ont fait leur sécession et tout ce que vous voulez. Avant-hier, les Arabes ont fait leur révolution. Nous, on attend Dieu pour qu'il descende du ciel pour nous faire le Sénégal. Et j'ai dit même, vous voyez même des religieux, l'année dernière, fête de Korité ou de Tabaski, des religieux qui font un sermon pour attaquer soi-disant des fonctionnaires qui ont violé l'obligation de réserve. Alors qu'on s'est limité à dire qu'il y a des choses graves qui compromettent l'intérêt national. Et ils ne sont pas les seuls parce que la presse, une certaine presse, en a eu pour sa gouverne. D'abord, cette presse est gangrénée, selon vous, par la corruption, comme vous le jugez, mais à l'intérieur des organes inféodés. Je cite, il y a quelques journalistes respectables dont la liberté est réduite dans les rédactions, piégés par des patrons livrés, vendus au pouvoir du président Macky Sall. C'est votre appréciation? C'est mon appréciation et je l'assume. Vous savez, il ne faut pas qu'on essaie d'instaurer une dictature de la presse dans ce pays. La presse est une composante importante. Je n'aimerais pas utiliser le terme de pouvoir, mais je considère que c'est une composante importante qu'il faut soutenir, encourager. Je suis pour un plan d'urgence. L'État doit sortir des moyens pour qu'on relance cette presse-là qui souffre. Parce que la presse est importante pour une démocratie de qualité. Elle est importante pour l'information du citoyen et donc pour la qualité du choix au moment de prendre une décision. Et la presse sénégalaise a beaucoup fait pour la démocratie dans ce pays, il faut le reconnaître. Mais n'oublions pas que la presse est un service public. Ici, on dit tel groupe appartient à tel, etc., etc. Il y a deux choses. La fréquence, comme dit la loi, elle appartient au peuple sénégalais. Elle est administrée par l'État qui peut donner des fréquences à des personnes ou à des sociétés sur la base d'un cahier de charges qui dit il faut informer vrai, il faut informer juste, il faut informer équilibré, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui la presse peut dire qu'elle respecte cela? L'information équilibrée, la RTS ne le fait pas, certains médias privés ne le font pas. S'ils consacrent 1 heure de temps au pouvoir, ils consacrent juste 5 minutes à l'opposition. Vous avez des médias qui organisent des tribunes où on passe 2 heures de temps ou 1 heure de temps à casser du sucre sur quelqu'un, sur un adversaire, etc., sans même créer la contradiction ou ouvrir l'antenne aux autres. Oui. Il faut qu'on dénonce les tares partout. Je ne peux pas prendre un chapitre entier, un paragraphe entier, plus de 6 pages que je consacre à mon administration, que je diagnose sans complaisance, et ne pas dire qu'aujourd'hui on a des problèmes avec une certaine presse. Oui. Je n'ai jamais voulu généraliser parce que j'ai beaucoup d'estime pour beaucoup de journalistes que je connais. Je sais que c'est des gens sérieux, honnêtes, intègres, comme il y a des inspecteurs des impôts, de la douane et de partout. Oui. Mais il faut qu'on dise, et là où les faits me confirment, vous avez vu des journalistes qui après sont allés jusqu'à dire boycottons le livre de Sonko. Mais c'est méconnaître son travail. Parce que moi, je suis inspecteur des impôts. Il y a 2 ans ou 3 ans, la presse a titré impôts et domaines, l'administration la plus corrompue. Moi, je ne suis pas corrompu, je ne me sens pas concerné, ce n'est pas mon problème. Le lendemain, le même journaliste qui a écrit cet article-là, s'il vient dans mon bureau parce qu'il a un papier que je dois lui délivrer, je lui délivre le débat, le papier, et si on doit avoir un débat après, on a notre débat. Oui. Donc, le service public de l'information ne se gère pas de manière subjective. Oui, si Sonko a un contenu qu'il faut révéler, il faut le révéler, et après,
tenir son débat avec Sonko indépendamment Le temps qui nous était imparti est fini, mais avant de nous quitter, l'on s'achemine vers les législatives. Est-ce que vous allez y participer? Bien sûr, nous allons y participer, Inch'Allah. Sous quelle bannière? Sous la bannière d'une coalition qu'on est en train de finaliser. Avec qui on pourrait savoir? Avec beaucoup d'acteurs. Je crois que dans les 48 heures, vous en saurez, parce que ce que j'ai appris, nous, c'est nos premières élections auxquelles nous allons participer. Nous apprenons assez vite quand même. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est que jusqu'au dernier moment, c'est des discussions. Je ne voudrais pas annoncer ici des formations. Pour tester votre poids électoral, pourquoi vous n'êtes pas allé seul? Parce que, d'abord, nous avons été approchés par beaucoup d'acteurs que nous considérons être conformes à nos principes. En tout cas, nous pensons partager le maximum de valeurs et de principes, et que l'objectif, c'est de construire un projet à partir de ces législatives. Peut-être que tout ce beau monde se retrouvera dans une seule formation politique après, ou alors en perspective des présidentielles à venir et d'autres élections. Nous avions pensé que nous sommes une jeune formation politique qui s'est lancée sur la scène politique depuis presque, si je prends la date de reconnaissance officielle en 2015, depuis 2 ans maintenant, oui. Qui a fait beaucoup de travail, mais qui n'a pas la prétention de dire que nous avons construit un appareil mondial. Nous allons continuer à nous ouvrir, mais nous sommes dans un projet. À chaque étape, il peut y avoir des échéances à affronter. C'est le cas des législatives. Oui. Nous les affrontons et nous continuons par rapport à ce projet. Donc, nous allons, oui. Et je tiens à dire d'ailleurs que ce matin, c'est la presse qui m'a appris que j'étais en coalition avec M. Abdoul Mbaye et que nous tenions une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer aux Sénégalais cette conférence de presse. Non, je dis que c'est la presse qui me l'a appris. J'aurais même aimé qu'on me dise où ça se tient et à quelle heure. Je vous remercie, Ousmane Sonko. Je rappelle que vous êtes le président du parti PASTEF et que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci, Ndeye Fatou. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Diop qui a réalisé cette émission au plan technique. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et Ousseï Moussal pour la décoration. Excellente semaine à vous. Bon début de Ramadan à tous les musulmans et musulmanes. Merci à vous.